Hello les férus de curiosité. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois, j'étais allé à la Monnaie de Paris, j'étais même sur le toit avec mes cheveux blancs pour parler de l'histoire de la Monnaie de Paris. C'était très intéressant et bien aujourd'hui je me suis dit tiens, pourquoi pas au musée de l'armée, dis donc. Mais cette fois-ci avec Ubisoft qui m'a permis de faire un tournage dans un lieu totalement idéal avec des armes anciennes pour parler de For Honor. Et oui, parler d'un jeu vidéo sans y jouer, c'est possible. Tu vas le voir, on dirait pas comme ça, mais je vais te parler de 3 civilisations qui sont présentes dans le jeu, les chevaliers, les vikings et les samouraïs, mais avec des vraies armes, des vraies armures, un décor au top de l'histoire, enfin quelque chose de très badass, alors je te prie bien sûr de bien vouloir faire preuve de curiosité. Et si 3 civilisations guerrières décidaient de croiser le fer? Les chevaliers par exemple, à jamais justiciers pour imposer la paix, même s'ils se battent sous les ordres forcés d'Apollyon et sa fameuse légion obsidienne. Ou bien les vikings, qui eux n'ont pas peur de la mort, et on peut dire ce qu'on veut, que ce sont des brutes épaisses, etc., mais n'importe qui frémit devant leur persévérance à entrer en combat de force. Ou peut-être qu'un samouraï pourrait les observer de loin, les fameux grands maîtres de la maîtrise qui, malgré leur infériorité numérique, sont très rusés. Ubisoft nous plonge le nez dans une fiction incroyable, mais qui parle de 3 civilisations réelles. Et toutes sont dotées de stratégies différentes et assez dingues, voire même complexes. Faut s'entraîner un petit peu. Grossièrement parlant, attention, un chevalier c'est chiant mais il cherche la paix, un viking c'est un forgeron mais il fonce dans le tas, et un samouraï mange des nouilles mais il réfléchit à une stratégie mortelle. L'histoire du jeu. Je vais commencer par la fiction, on commence dans Valkenheim, un nom de ville qui aurait très bien pu exister. Ça sonne viking, hein, Valkenheim. C'est là que les vikings s'installent, dans la neige et le blizzard, 3 fois rien pour ces bonhommes finalement, sauf quand la neige devient rouge lors d'une bataille. On passera bien sûr par Ashfeld, la terre des chevaliers, où là la nature est belle et très présente, mais attention aux mouvements tectoniques qui sont assez puissants. Puis les samouraïs, eux, sont à Myr, ou Mayor, comme je préfère. Très verdoyant, très humide, idéal pour surprendre l'ennemi. En tout cas, pour ces merveilleux décors et d'autres bien sûr, les concept artistes d'Ubisoft ont bossé à main levée, sans trop utiliser de décors existants, donc un sacré boulot d'imagination et de technique. Et alors bien sûr, à côté de ce mode histoire, il y a le fameux mode multijoueur, que j'adore puisque là, chacun élabore sa technique avec sa petite souris, son petit clavier, et crois-moi, ça peut être très galère. En tout cas, il est très facile de s'en sortir brillamment avec sa propre technique. Il s'agit juste de trouver sa classe. Alors après la fiction, c'est bien beau, mais passons à la vraie histoire des civilisations, et bien sûr avec les vraies armures, les vraies armes, et le conservateur du musée de l'armée. C'est sous la forte influence de l'église que les chevaliers se développent. Ce sont des militaires qui forment une sorte de groupe de potes et qui ont des traditions très fortes comme par exemple les fameux adoubements. Le moment fatidique durant lequel un individu lambda devient chevalier. Et ça date du Moyen-Âge, mais par exemple, la reine d'Angleterre Elisabeth II a toujours l'habitude, enfin c'est pas non plus tous les dimanches, de le faire pour donner le titre de Sir à des personnes méritantes. Comme par exemple Ian McKellen, le fameux Gandalf, ou alors le défunt comte Dooku, Christopher Lee. Voilà, et du coup ils ont tous Sir devant ça, Sir Christopher Lee, voilà. Il y a un moment, on pouvait adouber n'importe quel bâtard. Pour reprendre le mot de l'époque, il suffisait tout simplement d'avoir un petit papou qui est noble. Mais au XIIIe siècle, l'âge d'or des chevaliers finalement, pour prendre un petit raccourci historique, c'est plus vraiment possible. Pas mal de royaumes d'Europe posent une condition tout à fait normale finalement aujourd'hui. Tu ne peux être chevalier que si ta lignée l'était. Enfin du moins quelqu'un de ta lignée. Je suis navré pour vous les gueux. Un gueux! Le sujet étant très vaste, je ferai peut-être un jour une vidéo complète sur les chevaliers. Mais ce sera pour plus tard. Les Vikings ont parcouru les mers, les fleuves, les rivières, un peu partout dans le monde, et ce grâce à des navires quand même, à la pointe de la qualité. Très résistants, très bien foutus, enfin, les navigateurs quoi. Ils apparaissent vers le 8e siècle, c'est l'âge des Vikings, hein. C'est le début quoi, 8e siècle. Contrairement aux a priori qu'on peut avoir sur les brutes armées de vikings, c'était en fait des explorateurs et des navigateurs assez performants. On les appelait d'ailleurs les hommes du Nord, ce qui je trouvais très classe. L'extinction de l'âge viking, si je puis dire ça comme ça, est arrivée quand la Scandinavie s'est affirmée tant au niveau religieux qu'au niveau pouvoir. Là c'était fini, tu pouvais plus faire grand chose quoi. Scandinavie, pouvoir, tu t'arrêtes. Encore une fois, sujet très vaste, qui sera sans doute un jour sujet à une vidéo très complète qui s'appellera Les Vikings, par exemple. Saburo.
signifie servir. C'est la base de la civilisation samouraï. Des guerriers japonais avaient un seul et même désir, conquérir les terres du nord occupées par les Aïnous, des aborigènes. Alors bien sûr, le Japon avait une armée, certes, mais ça ne suffisait pas tellement les Aïnous étaient très puissants, très entraînés, bien armés, tout ce qu'il faut pour écraser les autres. Alors l'histoire n'a pas vraiment de réponse quant à l'origine des samouraïs, mais la version la plus probable et finalement la plus logique, c'est l'époque où l'empereur en 792 a décidé de mettre en place le système Kandeisei, c'est-à-dire réduire le poids d'un militaire japonais, l'armure et tout ça, et embaucher des cavaliers riches, qui sont de familles aisées et donc finalement aptes au combat. Si ce n'est pas ça l'origine la plus réelle, enfin bon, c'est la plus logique, hein, il y a un livre qui parle des samouraïs et moi peut-être un jour je ferai une vidéo dessus, voilà. Mais alors dis-moi Jamy, dans le jeu, il y en a des armes, mais sont-elles réelles? Eh bien oui, après cette merveilleuse imitation de Fred, elles sont bel et bien réelles. Des haches de viking au fameux katana, en passant par l'épée longue, il y en a de toutes sortes. Et par chance, que ce soit derrière à ma droite, à ma gauche ou en face, il y a des armes réelles toujours et le danger est bel et bien présent. Pour Ubisoft en tout cas, la bonne idée a été quand même d'engager des spécialistes d'arts martiaux pour bosser avec les designers d'armes du jeu For Honor. Donc autant te dire qu'on est sur quelque chose de très pointilleux et plutôt parfait. Un chevalier à l'époque, c'était bien armé. On a pas mal d'exemples derrière, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, des aumes, des gantelets, des épées forgées pendant des jours. Ça faisait un sacré poids, environ 20-25 kilos sur le dos et dans les mains. Toute cette armure, en tout cas quand on la voulait complète, c'était mieux pour pas mourir, ça coûtait très cher. Alors du coup à l'époque c'était très dur d'armer tout le monde, normal. Parfois on parle un petit peu de symbolique, genre le aume c'est l'intelligence, les gantelets c'est la foi ou je sais plus quoi, on peut trouver dans Wikipédia si vous voulez, mais en somme quand même t'as une armure pour pas te faire péter la gueule, tout simplement. Monsieur le conservateur du musée va nous éclairer un petit peu sur ces belles machines. Dites-nous tout. Alors vous avez entre les mains une épée de chevalier, une épée de cavalier de la fin du XIVe siècle. Ce sont des armes qui sont adaptées au combat avec une armure. Avec une lame qui a un profil triangulaire, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un véritable triangle très allongé, en fait très aigu à l'extrémité, avec une gouttière pour alléger la lame et non pas pour faire couler le sang, comme on le raconte souvent. Hein. La lame est très rigide. Contrairement aux épées vikings que vous verrez tout à l'heure, c'est une lame qui est rigide parce qu'elle est vraiment destinée à forcer une armure. On la tient souvent à deux mains pour l'enfoncer entre les plates métalliques qui composent l'armure. J'ai l'impression d'être une pièce d'échiquier là. Voilà. Ok, et la vôtre? Pareil. Alors la mienne c'est un modèle un peu plus grand, puisqu'en fait c'est une épée à deux mains. Une épée à deux mains, alors les épées à deux mains ont été mises en place à peu près à la même époque, dans un contexte assez particulier, avec la prolifération des fantassins et notamment des archers. Et en fait les chevaliers prennent l'habitude, ce qui paraît paradoxal, de descendre de cheval pour combattre à pied. Et l'épée à deux mains se répand parmi les chevaliers, parce qu'évidemment elle est inutilisable à cheval, et l'épée à deux mains se répand parmi les cavaliers pour combattre à pied justement, lors de ces affrontements de chevaliers à pied qui caractérisent une partie de la guerre de 100 ans. Ah voilà. Ouais, et c'est pour cette occasion qu'on invente des grandes épées, assez légères. Hein. L'arme que vous avez en main, elle ne dépasse pas 1,5 kg. Oui, celle-ci, elle ne dépasse pas les 2,5 kg, 3 kg. Ouais. Donc c'est quand même des objets très maniables, mais qui sont destinés donc à se battre contre un adversaire qui est démonté. Bah ça c'était pour le chevalier, mais ça coupe presque en fait. Je sais pas si c'est parce que c'est l'usure, mais... ça fait assis, c'est encore... quand même quoi, 6 ou 7 non, celle-là, la lame est en bon état, ouais. Un viking à l'époque, il avait quand même un bouclier qui était pas très lourd, hein, c'était du bois, mais qui était énorme. Du coup c'était pas très facile à manier, mais ça faisait partie de l'armure. Pour les plus riches, ils avaient la chance d'avoir un casque avec un petit bout de métal devant le nez, et non pas avec des cornes, comme on aime le dire. Ils n'ont jamais eu de casque à cornes les vikings, ça suffit. Mais ils avaient quand même ce petit aume, et on n'en a pas beaucoup ici, voire même pas du tout, ils sont beaucoup en Suède, enfin là-haut, dans les pays nordiques, c'est très rare. Les armures de vikings aujourd'hui en bon état et qu'on a trouvé, c'est très rare. Mais ça ressemblait quand même vachement à cette petite cotte de maille. C'est un bon exemple. Cotte de maille. Cotte de maille cheap, cotte de maille lourde. Par exemple, le musée de l'armée nous présente une épée de type scandinave et un bout de hache. Alors, Olivier, c'est à vous parce que moi je n'y connais rien. Alors voici une épée effectivement qu'on appelle des épées vikings, même si en réalité elles ont été utilisées sur l'ensemble du continent européen à l'époque de l'expansion scandinave. On les reconnaît à la forme caractéristique de leurs pommeaux, ces pommeaux assez larges, avec des lobes sur le dessus. Ce sont souvent des pommeaux en deux pièces qui en fait protègent aussi une partie de la main, puisque vous avez toute la partie inférieure du poing qui est protégée en fait par le pommeau, et le quillon qui est la garde en fait proprement dite, qui est assez courte. Ce sont des armes qui font à peu près 90 cm de long, très soigneusement forgées. Alors malheureusement, on a souvent que des exemplaires
retrouvées dans des contextes archéologiques, donc le métal est érodé. Elles sont forgées souvent dans un acier qu'on appelle un acier damas, c'est-à-dire qu'en fait, le forgeron va amalgamer du fer doux avec du fer plus riche en carbone, des aciers en fait. Quelquefois, quand ces armes se dégradent, vous avez de véritables dessins de vagues ou de nuages qui se créent en fait notamment dans la gouttière centrale, que l'on perçoit peu malheureusement sur cet exemplaire. Comme ce sont des armes de guerriers, elles ont souvent un décor extrêmement raffiné. Là vous avez des petits fils de laiton par exemple qui sont des petites torsades de laiton, des petits filigranes. On voit encore. Et alors, pour le 11 540. Alors le numéro 11 540, c'est une hache de guerre tout à fait contemporaine de la période pendant laquelle les Vikings ont terrorisé l'Europe. Et alors on la reconnaît et on peut la dater avec un tout petit élément très discret. Voilà, les petits ergots. Voilà, il y en a qu'un malheureusement. De l'autre côté, il a disparu. Les petits ergots que vous avez ici sont caractéristiques des haches du Haut Moyen Âge. Et en fait, ça servait à éviter la pénétration du fer de la hache trop loin dans la chair de l'adversaire, pour pouvoir la retirer plus facilement. Ça stoppait là, quoi. Voilà, c'est un petit détail charmant, mais qui désigne une arme vraiment de bataille et qui en plus permet de les dater. Qui dit samouraï, dit forcément des armes un peu trop grandes pour le plan. Olivier, je vous écoute. On peut commencer par le katana. On peut commencer par le katana, qui est le sabre du japonais, qui est souvent porté en paire. En réalité, on porte deux petits sabres, enfin un grand et un petit sabre à son côté. La caractéristique du sabre japonais par rapport aux épées occidentales, c'est qu'en fait, ce qui est important dans un sabre, vous pouvez le sortir de son fourreau, c'est la lame. Toute la monture du sabre, en fait, est complètement amovible et elle est démontable. On peut même le démonter soi-même, parce que la garde est installée avec des petites chevilles et fixée avec des petites chevilles de bambou qui sont amovibles, et on peut démonter toute la garniture pour révéler la lame et souvent la signature du maître qui est sur la soie, c'est-à-dire en fait la partie de la lame qui est à l'intérieur de la poignée en réalité. Le reste, la poignée est constituée de peau de raie, donc c'est cette espèce de peau de poisson un peu granuleuse, avec un laçage autour qui peut être ici en cuir laqué ou en soie. Des petits ornements en laiton, souvent d'ailleurs très soignés, qui servent également d'antidérapant pour la main, et c'est vraiment l'objet le plus précieux, alors qu'une épée occidentale, la lame est considérée comme du consommable. Alors, ce que j'ai entre les mains, on n'en voit qu'une partie malheureusement, c'est le naginata, qui est en fait une arme d'ast, donc une arme à longue hampe, a également un fourreau plus petit, et qui est en fait l'équivalent de la hallebarde japonaise. On trouve ça dans For Honor, c'est pour la classe Nobuchi. Voilà, c'est des armes qui sont évidemment, comme toutes les armes japonaises, extraordinairement acérées, forgées avec un énorme soin par des maîtres très, très spécialisés. Et là, vous notez aussi sur la hampe de ce naginata, vous avez un petit décor de nacre incrusté dans le lac, donc toujours ce raffinement extraordinaire des armes japonaises. C'est vrai que celui-là, il est plutôt mignon. Et derrière, alors ? Et derrière, vous avez des armures, justement ces armures japonaises, qui se caractérisent par des morceaux de métal laqué ou doré. C'est le cas de celle qui est derrière vous. Et le tout est fixé par des lassages de soie. Donc ce sont des rubans de soie, en fait, ce qui fixe les éléments entre eux et qui assure également l'articulation de l'armure. Qui sont pas forcément plus légères que les armures occidentales, mais qui ont une très grande souplesse. Vous avez un équilibre entre les parties en métal et les parties plus textiles, disons. C'est de la soie. Et on peut pas couper ça avec une lame. Oui, la soie a des caractéristiques physiques, disons, un peu particulières. On peut couper ces rubans avec des ciseaux, mais effectivement, une lame tranchante écrase les fibres, mais ne les coupe pas. D'où le fait un peu paradoxal qu'on utilise du textile pour se protéger. Et en tout cas, le textile est apparent. Voilà. Et pourquoi il y a une moustache en forme de balai? Alors là, ce sont ces masques japonais, les menpo, donc qui sont à vrai dire plutôt des masques utilisés pour l'apparat et plus que pour la guerre, parce qu'en réalité c'est pas très pratique. Mais là, vous avez des moustaches en crin qui visent à terroriser l'adversaire ou à donner un caractère caricatural aussi au masque, parce qu'on ne rechigne pas devant une dimension un peu humoristique devant ces équipements. C'était le samouraï, bien armé. Tu l'auras compris, ce jeu, comme beaucoup de jeux d'Ubisoft, par exemple Assassin's Creed, ça comporte énormément de morceaux de l'histoire très intéressants et souvent très fidèles. Il est parfois assez difficile de choisir sa classe dans ce jeu, mais avec un petit peu de compréhension et de curiosité, tu vas voir que tu n'auras aucun mal. Tu incarneras parfaitement le chevalier si tu veux faire régner la justice, faire face à tous les dangers et, dans un acquis de conscience, risquer ta vie pour faire barrage à l'ennemi. Voilà la force du juste. Tu incarneras parfaitement le viking si tu es courageux et que la peur est un sentiment quasi inconnu. Entre amis, vous ferez régner l'ordre sur le champ de bataille. Voilà la passion ardente. Tu incarneras parfaitement le samouraï si tu aimes la perfection de la maîtrise, la précision du geste, la loyauté et la sérénité. Et les katanas, voilà la voie de la maîtrise.